Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la Petite Balle Blanche. La gang est là et nous sommes ravis de vous retrouver en ce dimanche où les tricolores nous ont enchantés. D'abord, un grand bravo à Antoine Rosner qui vient de décrocher son second titre sur le Tour européen en remportant le Qatar Masters. Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, une victoire à nouveau pour Pauline Roussin-Bouchard du côté d'Augusta, même si ce n'est pas encore l'Augusta National Women's Amateur, mais deuxième victoire de Pauline en 2021. Et puis Victor Pérez qui termine à la Usain Bolt avec une carte de 67 pour s'offrir un top 10 aux Players remporté par Justin Thomas. Bonjour la gang, alors un bon dimanche. Bon dimanche. Ouais, bon dimanche. Très bon dimanche. Et je crois que sur au moins un des départs, j'ai dû être plus long que Morrison. Je vais commencer avant d'annoncer le programme du jour. J'ai une petite question pour Marion. Toi qui es fan des JO, tu réagis comment face à l'annonce de Dustin Johnson qui n'ira pas à Tokyo pour s'éviter un long voyage dans une fin de saison importante avec les playoffs de la FedEx Cup, notamment en ligne de mire? Disons que dans le golf, c'est quelque chose que je comprends. C'est pas forcément ce que je ferais, mais j'arrive à le comprendre. Les JO, historiquement, c'est quand même fait plus pour des sports qui sont un petit peu moins médiatisés, pour des sports qui ne sont normalement pas professionnels. À l'origine, c'était quand même ça. L'esprit olympique, c'est plutôt ça. Le golf, je suis ravie de voir le golf au JO, mais bon, je pense pas que ça ait forcément sa place. C'est un peu comme le foot et le tennis. Ce qui fait que quand des Dustin Johnson disent « je vais pas au JO », moi, ça me choque pas. C'est vrai que c'est dommage pour le sport parce que c'est le meilleur joueur du monde, mais sa décision me choque pas du tout. Après, c'est un peu particulier et c'est incompréhensible pour plein de monde, pour plein de joueurs qui se battent pour essayer de se qualifier. Mais non, ça a du sens. Moi, je comprends pas. Moi, ça me passe au-dessus je pige pas comment on arrive. Argument fallacieux, parce que la FedEx Cup, ça serait éventuellement genre mi-juillet, fin juillet, je peux comprendre, mais là, voilà. Mais c'est comme si le mec te disait non, je veux pas participer à la Ryder parce que le début de saison, c'est quand même important. Ouais, après, il n'y a pas d'argent à gagner. Enfin, je ne sais pas combien. Ah non, justement, je pense que c'est ça, clairement. C'est ce que j'ai. Ça, c'est un peu une excuse, quoi, le fait qu'il y ait les événements playoffs, c'est qu'il n'y a pas de dotation. Parce que beaucoup se sont dit pourquoi tu vas aller en Arabie Saoudite à toucher un pognon monstre et puis tu vas pas faire les JO qui sont quand même. Enfin, ouais. Et clairement, il n'y a pas de blé, quoi. Il y a pas de blé à prendre, donc il y va pas, quoi. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, je sais pas combien rapporte une médaille d'or aux États-Unis, mais je sais pas combien ils payent, mais je sais qu'en France, par rapport à la performance sportive que ça représente, je sais qu'en France, c'est pas très cher payé. Donc aux États-Unis, je pense que comme ils ont encore plus de sportifs médaillés, ça doit pas rapporter énormément non plus. Enfin, il faut aussi penser que historiquement, le golf n'est pas un sport olympique. Donc Dustin Johnson n'a certainement pas grandi avec l'idée de se dire un jour je serai champion olympique. C'est quand même quelque chose de très récent. Donc, si c'est pas ancré en toi, il a dû penser toute sa vie je veux être vainqueur de majeur, je veux gagner tous les majeurs. Il n'a jamais pu se dire je veux être champion olympique. Donc, c'est pas forcément ancré dans son ADN. Donc, pour moi, ça n'a rien de choquant. Après, c'est un choix. Et je te comprends, Gugu, hein, que ce soit discutable. Moi, ça me viendrait pas à l'esprit de pas jouer les JO si j'étais qualifiée. Mais je suis pas numéro 1 mondial et j'ai pas le choix. Si je me qualifie, c'est un miracle. Donc au final, c'est un peu différent. Lui, il peut se permettre de dire non et voilà. Je suis déçue, mais ça me choque pas vraiment. Moi, j'ai une petite donnée pour vous. La médaille d'or, c'est 556 grammes. Le prix du lingotin, c'est à peu près 95 euros, ce qui amène à peu près une médaille refondue à 52 820 euros. Donc, c'est pas grand-chose, quoi. Il me semble qu'en France, tu touches 50 000 euros pour une médaille d'or, je crois. Non, mais ce qui est assez étonnant, moi je rejoins
je comprends, je pense que l'argument de Marion est bon sur le fait qu'il n'a pas grandi avec ça et que ça ne lui parle pas, etc. En revanche, les États-Unis, enfin, c'est quand même la possibilité de représenter leur pays et je trouve que pour les Américains, c'est quand même un truc qui est super fort de pouvoir représenter son pays et c'est assez étonnant et c'est à se demander d'ailleurs quelle, quelle énergie ou quelle motivation il peut mettre dans la Ryder Cup, par exemple, quand il est encore une fois à représenter son pays pour pas un rond. Euh, s'il est plus motivé par les tournois où il peut gagner de l'argent, peut-être que la motivation qu'ils ont en Ryder Cup, globalement, c'est peut-être ce qui fait la différence avec les Européens. Enfin, c'est ce qui fait souvent la différence. Moi, je trouve que c'est dommage parce que quand on est américain, on est quand même originaire d'un des très grands pays des Jeux Olympiques et ils les ont accueillis à plusieurs reprises. Et les Jeux Olympiques aux États-Unis, ça veut dire quelque chose. Moi, quand j'étais gamin, quand ils préparaient les JO de Los Angeles en 84, ils étaient fous de ça, en fait. Et dans son pays, il y a eu des centaines de champions pour qui les Jeux Olympiques, ça a transformé leur vie de champion. Donc, avoir la chance de pouvoir y aller et où est-ce qu'il sera dans 4 ans, ça, il ne peut pas le dire, quoi. Donc, et les Américains, ils vont avoir combien de joueurs potentiels à pouvoir jouer les Jeux Olympiques? Que 4, c'est ça que tu dis, Gugu? Et, et du coup, ça fait une petite sélection, quoi. Donc là, il paraît pratiquement sûr d'être dans les 4, quoi. Donc c'est peut-être l'année ou jamais pour lui, quoi. Donc après, oui, il a ses raisons. En plus, encore une fois, au Brésil, c'était le Zika. Là, c'est le Covid, plus beaucoup d'heures de voyage. Donc on peut encore trouver des excuses à ce niveau-là. Mais en tout cas, en tant que champion, en tant que sportif de haut niveau, rater ça, personnellement, je trouve que c'est dommage parce que comme Marion, j'aurais été sportif de haut niveau, ça aurait été un rêve, même d'y assister en tant que sportif. En tant que spectateur, après, ça c'est une autre histoire, mais être dans le village olympique, ça doit être extraordinaire, quoi. Allez, on va continuer avec le menu de ce 3e épisode de la saison. On va parler un petit peu European Tour avec notre ami Gurvan. Et puis, on va parler de driver aussi avec Chris. Et ensuite, nous aurons un petit débat autour de la meilleure expérience fan. Est-elle plus intéressante en tant que spectateur sur le parcours ou plus intéressante et plus épanouissante derrière la télévision dans son canapé? Bonne question. Et ensuite, nous terminerons avec le petit quiz de Julien. Allez, je vais passer la parole à Gurvan. Cette semaine, Lionel, je voulais faire un petit bilan après 6 ans passés par Kispele à la tête du Tour européen. Quand il a été nommé, son objectif principal était de transformer le Tour. C'est d'ailleurs probablement pour son expérience en tant que négociateur pour l'achat des droits de la NHL pour un opérateur canadien qu'il a été choisi. Rendre le Tour plus beau pour le rendre plus cher lors de la vente des droits. Son plan passait par une modernisation de l'usage des réseaux sociaux et du site web, par la création de formats de jeu un peu innovants sur le parcours et par des champs de joueurs encore un peu plus prestigieux. Côté réseaux sociaux, on peut le dire, les vidéos du Tour sont devenues suffisamment virales, le Mannequin Challenge ou par exemple les tentatives de trou en un, pour pouvoir dire que c'est une réussite. Pour le site web, si vous vous souvenez bien, il y a quelques années de ça, le succès est quand même moins grand. Côté format de jeu, oui, le Tour européen est à la pointe. Les match play sur 6 trous ou même jouer 2 fois le même parcours mais avec un format de jeu différent sont devenus habituels, même si cela reste limité que aux petits tournois. Côté champ de joueurs, c'est plus contesté. L'idée était de mettre un paquet d'argent pour inciter les grosses stars mondiales à venir, les fameux Rolex Series. Mais proposer 8 millions de dollars quand un tournoi habituel du PGA Tour en propose 7, pas si attrayant en réalité. Et on l'a vu au cours des derniers mois, les joueurs les plus intéressés sont probablement intéressés pour gagner un apparent fee plutôt qu'une grosse dotation. De fait, il n'est pas rare de constater l'absence de Rahm, McIlroy ou même Casey sur les gros tournois du Tour européen. Mais on note aussi un regain d'intérêt de la part des joueurs américains,
en particulier Patrick Reed, dont la nomination comme membre à vie du Tour avait fait polémique il y a quelques années. Finalement, le bilan n'est ni si mauvais, ni si bon. Mais s'il y a un point dans lequel le Tour européen galère, c'est vraiment le plan économique. Allez, je vous demande de vous accrocher. Le concept du Tour européen, comme du Tour américain d'ailleurs, c'est pendant 3 ans de limiter les pertes et de gagner le plus d'argent possible lorsque la Ryder Cup est organisée sur votre sol. Me permet aussi de vous détailler un petit concept, ce qui est le concept de la société consolidée qu'on pourrait aussi appeler maison mère ou holding. Quand une entreprise détient tout ou partie d'une autre entreprise, c'est le cas par exemple du Tour européen qui détient European Tour Production, la filiale qui fait en fait les images, ou par exemple la société du Challenge Tour, ou même la société qui exploite l'Open de France, elle va publier les résultats de sa société consolidée. Et en exagérant un petit peu, disons que depuis que le monde est monde, le résultat de la société consolidée suit exactement les résultats de la société European Tour. Mais les Rolex Series sont venus bouleverser tout ça. Lorsque pour 2 dotations d'un Rolex Series, vous mettez l'équivalent des recettes de la Ryder Cup en 2018, vous vous rendez très vite compte qu'il faut vite trouver les sponsors qui vont bien. Et je parle pas uniquement de NHA. De fait, quand le sponsoring souffre, c'est tout le Tour européen qui souffre avec lui. Si vous ajoutez à cela des choix hasardeux tels que l'idée d'acheter les 50% manquants de la société European Tour Production pour 400 millions d'euros alors que vous générez à peine un bénéfice de l'ordre de 10 millions d'euros par an, vous comprenez peut-être mieux pourquoi le Tour américain est venu soutenir le Tour européen qui a pourtant un bilan économique robuste selon son dirigeant. Depuis près de 2 ans maintenant, les comptes de la société consolidée et la société European Tour ne suivent plus la même tendance. Paisley ne communiquant plus que sur la société consolidée, tout est mis en œuvre pour améliorer son bilan. Pour le rendre plus beau encore, pour la première fois depuis plusieurs années, European Tour Production va donc verser un dividende à European Tour. Et au cas où, on a même prévu d'appeler le CTLM anglais pour pouvoir disposer d'une ligne de crédit. Objectif toujours annoncé, préciser que le bilan comptable est très très bon et qu'il reste de l'argent en cash. En réalité, il en reste très peu, et c'est d'ailleurs souligné par le choix du Tour américain qui a pris sa participation non pas dans la société European Tour, mais dans la société European Tour Production, et qui est pourtant détenu à 100% par European Tour. Et bizarrement, c'est juste cette filiale qui est la plus rentable, la seule rentable en réalité. Le Tour américain a pris une participation. Je crains un avenir sombre pour le Tour européen et s'il devait y avoir un renforcement des liens entre les tours américains et européens, il est à craindre que les joueurs classés au-delà du top 150 mondial souffrent très durement. Merci Gugu. On en saura plus bientôt avec sur l'European Tour des tournois qui sont a priori annulés déjà en mois d'avril, les tournois espagnols et portugais. Ils ont même évoqué la Floride à un moment et puis finalement ça ne s'est pas fait. Donc on sait pas ce qu'il va y avoir à la place, s'il va y avoir des tournois à la place. Pour l'instant, l'annulation n'est pas encore confirmée ici. Il me semble pas. Je crois qu'ils apparaissent encore dans le programme. Ouais, enfin, il me semble qu'ils ont dit que c'était quasiment certain ça n'aurait pas lieu. Sincèrement, on est mort. Ils ont fait en 2019 plus de bénéfices plus de pertes que lors de la Ryder Cup. Je ne vois pas comment ça peut marcher. Sauf à ce qu'il y ait de l'argent qui vienne d'ailleurs. Ouais, mais s'il y a de l'argent qui vient d'ailleurs, je vois pas l'intérêt du PGA Tour de dire écoutez les gars, on va vous laisser notre autonomie financière. Très bien. Eh bien, sur cette note optimiste, on va parler matériel avec Chris qui va nous faire un petit tour d'horizon des drivers de 2021. Les drivers 2021, le club roi. Hein. Et la prochaine fois, je vous ferai les putters. Tiens. Et ouais. Alors, les drivers 2021, mais également 2020, parce qu'en fait, il y a des modèles qui sont déjà sortis en 2020
qui reste au catalogue. Donc, si vous voulez essayer, si vous voulez vous équiper, vous allez peut-être jouer un driver 2020. Alors, les principales marques, évidemment, je les rappelle, Callaway, TaylorMade, Mizuno, Titleist, Cobra, Zexio, Strixon, Inesis, PXG, Touredge, Wilson. Alors, je vais vous parler des drivers, mais en fait, je n'ai pas testé les drivers parce que je ne suis pas testeur, hein, je n'ai pas le niveau pour ça. Je vais également vous parler des YouTubers en fait, qui testent du matériel depuis des années, hein. Il y en a certains, ils ont des chaînes sur Internet depuis 2004. Donc moi, je vous recommande de les suivre, ces gens-là, parce qu'ils se sont quand même professionnalisés, on peut le dire. Ils sont de plus en plus sérieux dans leurs tests et de plus en plus précis, puis ils sont assez fun en plus, hein. Alors, j'imagine bien que vous avez des réserves. Je sais que pour certains d'entre vous, vous avez des réserves sur ces gens-là, mais réfléchissez à cela. Ils sont tous pros, enseignants, donc ils font ça depuis plus de 10 ans. Ils testent pas seulement sur des radars, des simulateurs. Maintenant, pratiquement tous vont faire un 18 trous avec, par exemple, le driver dont ils vont vous parler. Ils font venir des amateurs aussi pour tester du matériel. Et puis, contrairement à nous, ils n'ont pas un certain nombre de nos a priori. Alors, par exemple, ils n'ont pas d'a priori sur les marques. Eux, ils tapent tous les jours. Un driver qui fait un son de casserole, il s'en moque, ils le tapent. C'est pas leur style, c'est pas les couleurs qu'ils aiment, ils le tapent quand même. Donc eux, ils n'arrivent pas à stresser lors d'un fitting, et puis ils n'ont pas non plus envie de taper comme un bourrin au bout de leur deuxième balle. Parce qu'ils font ça plusieurs fois par semaine. Donc ils regardent des résultats sur le simulateur, ils regardent des résultats également quand ils les jouent, et finalement, ce qui est intéressant, c'est d'en suivre plusieurs. Donc j'ai regardé 7 d'entre eux, pour regarder leurs conclusions, leurs avis, et finalement, ils se ressemblent à peu près tous. Donc, je vais vous résumer les résultats ainsi. Si vous voulez le driver le plus long de l'année, vous avez de la chance parce qu'en fait, toutes les marques se valent. En fait. Il y a eu des années où il y a eu vraiment des marques qui étaient qui tapaient plus fort. Il y avait des marques qui étaient en retard au niveau de distance. C'était Mizuno, il y a eu Titleist aussi, qui a eu des années moins bonnes, des choses comme ça. Ce n'est plus le cas, hein. Donc vraiment, la différence, elle se joue à 1 ou 2 mètres, c'est ridicule. Alors c'était déjà, il y avait déjà pas une énorme différence il y a 2, 3 ou 5, 6 ans en arrière. Mais là, vraiment, vous pouvez donc choisir chez quasiment toutes les marques, vous allez avoir un driver qui est aussi long. Si vous voulez le driver le plus beau, là, c'est vos goûts et vos couleurs, donc je ne peux rien y faire. Si vous voulez le moins cher, là, il n'y a pas photo, c'est le Inesis 500. Donc, ça fait partie des drivers qui sont sortis donc, l'an dernier. Alors, exactement, il était sorti, je crois, à l'automne ou début de l'hiver 2019. Donc, vous allez trouver des vidéos, des avis sur ce driver qui ne coûte que 190 € et qui, alors lui, c'est le seul qui est un tout petit peu moins long que les autres, mais on parle vraiment de 5-6 mètres, ça dépend ça dépend des tests que vous allez pouvoir trouver, c'est pas grand-chose, et si vous êtes à 5-6 mètres près quand il faut passer un obstacle ou des bunkers, voilà, il faut peut-être revoir votre stratégie. Mais il est quand même super performant ce driver, et ça fait réfléchir quand même, hein. Pourquoi les marques n'ont pas finalement 2 modèles de driver, un qui ressemble à celui que jouent les pros, et puis peut-être un tout petit peu moins performant et surtout moins cher, hein. Ça, c'est un sujet dont on a déjà parlé. Si vous voulez le plus tolérant, par contre, alors là, il n'y a pas photo, et il y a unanimité donc, sur tous les youtubeurs que j'ai suivis, donc j'en ai suivi 7, dont un français. Il s'appelle Avigolf, vous devez le connaître, et le plus tolérant de l'année, c'est le Ping Max, parce qu'ils ont plusieurs têtes, évidemment. Donc, les youtubeurs, il y a Rick Shields, il y a Mark Crossfield, Avigolf, j'en ai parlé. Il y a Golf Digest, qui a une hot list qui vous indique leurs trophées, en fait, leur meilleur club de l'année. Il y a Mike Golf Spy, qui lui fait un classement avec un débrief. Ils ont
ils ont une vidéo, ils expliquent leurs résultats, etc. Donc au niveau des drivers, vous avez l'embarras du choix, donc aussi long, il n'y en a qu'un seul au niveau de la tolérance qui ressort. Après, vous allez trouver dans chaque marque des têtes low spin, des têtes qui font du draw. Si vous voulez des drivers qui sont réglables, quasiment toutes les marques en font à présent. Donc là aussi, vous avez que l'embarras du choix. Et la prochaine fois, je vous ferai les putters, mais par contre, je vous ferai ça différemment, évidemment. J'espère que ça vous aide et surtout que ça vous incitera à peut-être tester des marques que vous n'auriez pas osé ou des marques sur lesquelles vous aviez des a priori. C'est un peu dommage de rater un bon driver. Eh bien, réponse au prochain numéro. Moi, je ne change pas de driver cette année, de toute façon. Donc, mais par contre, je change ma série de fer. Je fais un fitting dans un mois. Et je fais un fitting de toutes les marques qui sont dispo dans le club de golf où il y a le pro, ce qui fait que je vais tester tout sauf Callaway parce qu'ils n'ont pas Callaway. Et Inesis, ouais. En Suède, il n'y a pas. Et les fers Inesis, les 500 sont également très très bien notés. Hein. Est-ce que quelqu'un a testé? Est-ce que du coup, tu as vu des tests des fers Argolf? Parce que Argolf a sorti des fers. J'ai pas cherché. Ouais. Comme j'ai fait les drivers, j'ai pas cherché. Ouais. Est-ce que je peux indiquer que j'ai très mal au dos? Parce que jeudi, du coup, j'ai tapé 10 millions de balles. Hier, donc, je suis allé quand même taper mes clubs, puisque maintenant, je les ai. Et hier soir, je vous raconte pas, il a fallu la petite douche chaude, le baume et tout. Là, ça va mieux aujourd'hui, mais bon, t'es un peu rouillé le garçon. Ok. Alors, avant d'enchaîner sur notre débat du jour, nous avions envie de vous parler d'une nouvelle aventure avec LPBB, où nous avons décidé d'offrir de la visibilité sur le blog, sur nos réseaux et dans notre podcast à 4 jeunes amateurs, 2 garçons et 2 filles. Alors, qui sont-ils et qui sont-elles? Eh bien, nous ne savons pas, puisque nous attendons leur candidature. Nous lançons donc un appel aujourd'hui à tout amateur qui rêve de passer professionnel. Si tu as au moins 15 ans et que tu rêves de passer professionnel, te demandons d'envoyer ta candidature par mail, par fichier audio, par vidéo, si tu préfères. Une vidéo TikTok, on prend tout. En gros, tu dois te présenter, savoir un peu qui tu es, quel est ton parcours, et puis quelles sont les grandes lignes de ton projet pour passer professionnel. Et parmi les dizaines de candidatures que nous recevrons, bien évidemment, nous essaierons de faire un choix avec la gang pour sélectionner 2 garçons et 2 filles. Donc, on fera un article sur le sujet sur le blog pour présenter un peu plus les modalités. Mais voilà, si dans votre entourage, vous connaissez des jeunes qui ont du potentiel, eh bien, nous serons ravis de pouvoir les exposer sur le blog avec notre petite visibilité, mais entouré de plein de gens compétents pour pouvoir discuter de tout ça et raconter son aventure. Donc, voilà. Alors, le débat du jour, la question sur la meilleure expérience fan est-elle spectateur sur le parcours ou derrière la télévision? Il n'y a sans doute pas de réponse tranchée d'un côté ou de l'autre. On sait que voir les professionnels en vrai, c'est forcément une expérience complètement différente de les voir à la télé. Mais on sait aussi que quand on est sur un parcours, on ne voit pas tout. Allez, je peux commencer. Donc, je me présente, je m'appelle Gurvan, j'habite à Saint-Quentin en Yvelines, à peu près 5 km du golfe national. Je fais partie de plusieurs associations, dont une association où beaucoup de nos membres sont des non-membres golfeurs. D'accord? Donc, en fait, ils golfent au green fee.
Et un jour, vers 2016, quand il s'est agi d'acheter les billets, grand dilemme est arrivé. Viendrais-je au Golf National pour profiter de la Ryder Cup sur site? Est-ce que je regarderais ça à Canal? Et nous, ça nous a fait quelques heures de débat enflammés. La conclusion, c'est qu'il n'y en a pas. Moi, si je devais revivre une Ryder Cup, je pense que si j'ai la possibilité, il est hors de question que je la voie à la télé. C'est trop bien en vrai, c'est trop génial quand tu es au départ du 12, que tu sois commissaire d'ailleurs ou que tu sois spectateur et que tu entends un aura de foule de dingue parce que Justin Rose, que tu sais pas que c'est Justin Rose qui vient de rentrer de son chip. Et je trouve que ça n'a pas de prix. Maintenant, l'avantage, c'est que si tu es sur le territoire francophone, que tu es abonné à MyCanal, des petits systèmes s'appellent avec le téléphone portable qui te permet, via ton smartphone, de voir les images du terrain en direct depuis le terrain sans réussir à, pour autant, être au fond de ton canapé. Et je trouve que c'est presque le meilleur des mondes. Donc, en gros, alors, sachant que durant la Ryder Cup, par exemple, ils avaient mis en place la radio, ce qui te permet quand même de réussir à vivre l'événement à distance, parce que tu l'es, et qu'avec 2-3 écrans géants bien placés, en fait, c'est comme si tu étais dans ton canapé, mais en vrai. Voilà. Alors, sachant que là, tu parles quand même de la Ryder Cup, qui est un événement quand même à part, quoi. Mais Ouais, mais c'est pareil pour l'Open de France. Ouais, enfin, t'as pas les écrans géants à l'Open de France ou sur un majeur. Il y en a 4 ou 5. Après, moi, cette année, ça va être un Swatch Cherry, donc on aura peut-être 2 écrans TV en 45 pouces. Mais non, tu en as quelques-uns. Tu en as toujours quasiment un au leaderboard du 18 qui te permet de réussir à voir quand tu es au niveau du 1, 2, 3 et du 15, 16, 17, 18, de réussir à voir l'action qui se passe pour avoir à se trimballer. Ben, moi, je préfère l'expérience en vrai, là, à suivre des parties. J'ai eu l'occasion, pas de suivre énormément de tournois d'ailleurs, surtout pas la Ryder Cup parce que j'étais trop loin, mais par exemple l'Omnium canadien avec Dustin Johnson, que du lot où il y a beaucoup de monde. J'ai trouvé ça sympa, mais j'ai préféré suivre par exemple Paul Barjon, sur le circuit américain, parce que là en plus un jeudi vendredi il y avait quasiment personne, donc t'es tout proche. Tu discutes quand même, c'est fou quoi. Ça n'a rien à voir, donc j'ai préféré suivre une partie, mais dans ces conditions. Donc évidemment sur les gros tournois c'est impossible. Et puis oui, la télé, c'est la facilité, quoi, la facilité. Hein. On manque rien, parce que tu suis une partie, forcément t'en manques plein. Hein. Tu suis qu'un seul trou, donc alors qu'à la télé t'arrives à peu près être au courant de tout, quoi, ce qui se passe sur tous les trous. Marion, toi tu préférais être suivi à la télé ou tu préférais être suivi sur le parcours? Quand tu es joueur, tu préfères avoir du monde sur le terrain, ça c'est sûr. Moi, ça m'a toujours stimulé. Mais non, je rejoins assez Cyril en fait, pour avoir assisté à un tournoi Enfin, je suis pas allée sur beaucoup de tournois. Je suis volontairement pas allée à la Ryder Cup parce que je n'aime pas la foule. Donc du coup, moi, c'était hors de question que j'aille à la Ryder noyée dans tout le monde. Enfin, j'ai horreur de ça et du coup, Là, j'étais très bien dans mon canapé. Enfin, en l'occurrence, il y avait un Grand Prix dans mon club ce week-end-là et du recording. Je faisais le recording et je regardais la Ryder Cup du recording. Mais non, l'expérience quand il y a peu de monde, comme dit Cyril, nous on est allé voir le Wells Fargo en 2017, je crois, ou en 2018 sur le PGA Tour et c'était génial parce qu'on a passé une journée, il n'y avait pas un chat, c'était le jeudi ou le vendredi et c'était un vrai bonheur parce que quand tu te retrouves à 2 mètres de Jim Furyk, 2 mètres de Dustin Johnson, tu vis un rêve, sincèrement, c'est extraordinaire. Donc, en termes d'émotion, quand on les voit et qu'on est près d'eux, c'est incomparable, ça c'est certain. C'est mieux que de les voir à la télé. Mais par contre, si c'est pour être derrière un groupe de 200 personnes et entre les odeurs de bière renversées sur tes vêtements et tout ça, moi, c'est un peu moins mon délire, quoi. Donc forcément, quand c'est comme ça, je préfère être dans mon canapé. Mais je me souviens même d'avoir suivi un peu Victor Pérez sur un tournoi du Challenge Tour en Espagne et là il n'y a pas de corde en plus c'est encore mieux et bon c'est vrai que quand c'est comme ça l'expérience terrain elle est incomparable. Quand on peut être proche des joueurs il n'y a pas photo. C'est le terrain est forcément pour moi plus sympa.
t'as limite l'impression, Marion, que les mecs sont là que pour toi en plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Donc c'est vraiment un feeling vraiment particulier, quoi. Donc, Ben, c'est ça. Nous, quand on était, moi, je me souviens autant sur le Challenge Tour, bon, c'était moins surprenant, mais sur le Wells Fargo, on était allé, je crois que c'était le jeudi, et on est allé le jeudi matin. On avait fait exprès d'y aller de bonne heure pour ben, justement pas être embêté. En plus, je me souviens, moi, comme j'avais avec le LPGA, j'avais donc, enfin, je pouvais y aller, on payait pas les places ou quoi que ce soit, donc ça c'était cool. Et puis il y avait Gonzalo Fernandez Castaño qui jouait le tournoi sur le PGA, et du coup, on avait envoyé un message, on y était allé au culot. Pour Rini, on s'est dit, bah tiens, on va lui envoyer un message sur Twitter en disant, bah mec, si tu peux nous laisser une invite, ça nous ferait plaisir. Et du coup, le mec, il dit, ouais, pas de problème. On arrive, c'était quand même une semaine avant le tournoi ou un truc comme ça, et on arrive le jeudi matin. Et au desk à l'entrée, il avait laissé une entrée pour Rini. Du coup, on est allé voir tous les deux, et on était comme des fous. On est allé le voir, on est allé le remercier. Moi, je me souviens que je suis allée voir des joueurs. On y est allé au Pro-Am aussi. Et on a fait le Pro-Am et le premier tour. Et le jour du Pro-Am, je suis allée voir deux joueurs avec qui mes parents avaient joué des Pro-Am il y a quelques années, dont en janvier, juste avant le tournoi de Wells Fargo, mon père avait joué avec l'un de ces gars-là. Et le mec m'a dit, ah ouais, j'ai vu ton père cette année, ta maman était pas là. Je me suis dit, mais comment ces types-là se souviennent? Enfin, moi, j'avais l'impression d'être avec des cousins ou des trucs, enfin, des personnes tellement gentilles. Et puis, ils sont. Ouais, c'est Johnson Wagner. Voilà, c'est pas non plus Dustin Johnson, mais n'empêche que le type, il a pris le temps de discuter, alors que en reco, enfin, on sait bien quand ils sont en prom, ils sont un peu en reco, puis l'objectif, c'est quand même s'occuper de leurs amateurs parce que c'est leur job. Mais il a quand même pris 2 minutes pour qu'on discute. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et les mecs, c'est vrai que, comme dit Cyril, on a l'impression qu'ils sont là pour nous. Et ça, c'est un privilège énorme. Enfin, être avec ces meilleurs joueurs mondiaux, c'est une chance inouïe, quoi. Moi, c'est une impression que j'ai ressentie beaucoup en allant voir des tournois de filles, enfin féminins. Comme ça que j'ai rencontré Marion, d'ailleurs, sur un parcours. Mais je me souviens à Évian, par exemple, quand tu sais que Évian, en plus, c'est un majeur, etc., cette accessibilité que tu as avec les joueuses, quand même, globalement, pas forcément le dimanche, quand elles jouent pour la gagne, mais les 2 premiers jours et tout ça, tu arrives quand même facilement à les suivre. Si en plus, quand elles jouent, elles partent du 10 ou elles partent du 11 d'ailleurs, je sais jamais si 10 ou 11. Elles finissent en plein milieu du parcours, donc avant de rentrer au recording, il y a toujours un peu de marche à Évian les 2 premiers jours quand tu as fini à mi-parcours. Et le nombre de fois où tu rentres avec des joueuses et tu fais la route avec elles et tu discutes, etc. C'est quand même vraiment, vraiment sympa. Et puis l'autre souvenir que j'ai, c'est quand j'étais à Malmö pour le Nordea Masters en 2015, où là j'étais accrédité presse avec la petite balle blanche, et j'étais le seul journaliste. Je ne veux pas dire journaliste parce que je vais avoir des gens qui vont me tomber dessus, mais parce que je cite, faut que je cite mes sources. Mais non, mais j'étais le seul représentant français au recording. Donc, j'ai eu le droit à tous les Français, quoi. Mike Lorenzo Vera, c'est l'année où Alexander Levy fait 3e et il se qualifie pour l'US Open cette année-là. Enfin bon, j'avais tous les Français et après chaque partie, tu pouvais parler avec eux, discuter, etc. C'était quand même sympa. Et toi, Chris, toi qui es un aficionados d'Evian, des PQ3 et tout ça, là, t'en as fait beaucoup aussi sur le parcours. J'en ai fait, et l'erreur, en fait, ça a été pendant des années de vouloir faire les majeurs et de rêver que de ça, et puis de passer à côté de tout le reste. Et un jour, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait l'European Tour, il y avait l'Evian, il y avait tous ces tournois. En plus, on a de la chance en Europe, il n'y a pas de pays qui soient vraiment très loin, il y en a beaucoup même qui sont proches. Et quand j'ai commencé
à aller voir beaucoup de tournois de l'European Tour, j'ai trouvé ça fantastique en fait. Moi, j'aime les deux, la télé et être sur place. Par contre, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur les tournois à la télé. Depuis le Covid, bon, il y a aussi les téléphones, hein, qui sont un piège. Et ce que je trouve génial quand on est sur un tournoi, c'est l'immersion totale qu'on a, quoi. On a l'impression d'être dans un film pendant 4-5 heures à suivre les joueurs ou les joueuses. Et bon, il faut bien choisir son groupe, évidemment. C'est surtout le samedi ou le dimanche ou même le vendredi avec le cut. Mais c'est ça là, on suit des joueurs ou des joueuses qui traversent tout un tas d'émotions différentes, hein. C'est comment c'est le golf et ça, c'est vraiment génial, quoi. Je trouve que ne pas aller sur un tournoi, ne l'avoir jamais fait, ça, c'est vraiment un manque, quand on est, un passionné. Et alors les tournois sans spectateurs, ouais, les PQ3 à Luminé, je vous cache pas qu'il y a pas grand monde. Mais c'est génial parce que d'un autre côté, tu peux même parler aux familles des joueurs. Le peu de gens qu'il y a, forcément, au bout d'un moment, les gens se parlent entre eux, évidemment, donc tu fais des connaissances. La ferveur du dimanche, ouais, avec des cris, ce que rappelait Gugu sur la Ryder, mais même tu parlais de l'Évian le dimanche, ça il y a du bruit quand même, hein, même le samedi. Ça, c'est vrai que c'est fantastique aussi, hein. Quand il y a personne, quand tu peux approcher les joueurs, c'est fantastique. Quand il y a cette foule aussi, c'est une autre dimension golfique. Et puis, est-ce que j'ai besoin de le rajouter? Mais en France quand même, que ce soit l'Évian ou le national, c'est 2 parcours qui sont, qui se prêtent, à bien voir les joueurs, les joueuses et les parties de golf, quoi. On a cette chance, quoi, d'avoir 2 parcours qui sont fantastiques pour les spectateurs. Et je parlais de l'European Tour au début, que ce soit, chez nous ou les pays que j'ai fait, j'ai quand même fait l'Allemagne, je suis allé même en Autriche, l'Italie, l'Espagne. À chaque fois, c'est bien organisé, hein. Vous pouvez y aller facilement. Il y a toujours, des parkings avec des navettes et c'est vraiment très pratique. Donc moi, en ce moment, ça me manque terriblement et j'ai besoin d'aller voir plusieurs tournois. Il y a plusieurs tournois du Challenge Tour aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir l'Ops aussi qui va se jouer pas très loin de chez moi, encore une fois. Donc il faut y aller déjà pour savoir si on aime. Après, évidemment, chacun ses goûts. Julien, tu as eu l'occasion, toi, d'aller voir un tournoi? Non, jamais. Un tournoi sur un pitch and putt 9 trous, ça compte pas, hein. Ah oui, donc vraiment, on se fout de moi. D'accord. Donc non, j'ai jamais été voir de tournoi en vrai, ce qui me permet d'abord de faire des excuses a priori à Marion, parce que si elle a des bières renversées, ce sera probablement les miennes dans le futur. Ça, c'est la première chose. Donc, je te prie de m'excuser, Marion. Après, il faut resituer de quoi on parle. Et dans le contexte, on parle de ça parce que, bon, pour le Players, il y a un truc exceptionnel à la télé avec tous les coups en live, tous les machins. On a la chance en France d'avoir une diffusion pendant plus de 5 heures sur notre chaîne spécialisée, avec un petit plus dedans, sans pub. Donc, l'expérience en France, elle est déjà largement différente de l'expérience qu'ont les pays, notamment anglo-saxons et encore plus les États-Unis en termes de diffusion de golf, puisqu'on prend pas de pub, nous. Ça, c'est un point qui va vers la télé. Maintenant, moi, je n'ai jamais été sur un tournoi en vrai, mais pour être un consommateur aguerri d'événements sportifs, malgré tout, quel qu'il soit, rien ne remplacera jamais le fait d'être sur place. Maintenant, pour la période, évidemment, c'est bien parce que personne ne peut se déplacer, personne ne peut aller voir de tournois, notamment en Europe. Aux États-Unis, ils y reviennent un peu, mais donc c'est bien d'avoir des choses nouvelles, novatrices à la télé parce que ça tient les gens, parce qu'on voit des choses différentes, on vit le tournoi un peu plus intensément, parce qu'il y a des nouvelles petites friandises qui nous sont données en tant que téléspectateurs. Maintenant, la peur que j'ai, c'est que cette super diffusion du golf, est-ce que ça va pas nous rendre un peu pantouflards sur le fait de ouais, mais franchement, c'est vraiment bien de le regarder à la télé. Est-ce que je resterai pas chez moi plutôt que d'y aller, de payer un peu cher, je vais pas voir tous les coups, pareil, il va pas faire beau.
voilà, moi j'ai un peu peur de ça, alors que les joueurs le disent, Marion le répète quand elle était joueuse, il n'y a rien qui pourra rendre plus beau un tournoi et une victoire d'un gars qui joue dans un tournoi que d'avoir des spectateurs. Voilà, j'ai un peu peur de ça. Est-ce que la super diffusion peut pas, nous, en tant que pays en France, pas forcément très, très, très enclin à aller vers ces tournois-là, à faire des déplacements qui sont longs pour aller voir des tournois, est-ce que ça va pas nous enfoncer dans notre canapé, quoi? On le verra quand ça reprendra. Clairement, j'en parlais tout à l'heure avec ma femme parce qu'elle me posait la question. Du coup, je dis, tu vas leur demander ça, mais t'en penses quoi, toi? Au final. Et en fait, je trouve que moi, je le verrais. Enfin, idéalement, si je pouvais, je ferais le jeudi, la première journée, je la ferais sur le parcours, juste pour comprendre le parcours, en fait. Parce que tu le comprends jamais aussi bien que quand tu le marches pendant 18 trous. Le regarder le vendredi et le samedi à la télé. Et après, suivre la partie, parce que au moment de la victoire, il y a rien de tel que d'être. Enfin, je pense que le coup raté de Mickelson sur le départ du 16 pour la Ryder Cup qui nous donne la victoire, enfin, quand tout à coup ça gueule et que tu as 50 000 personnes qui se mettent à gueuler, c'est magique, quoi. Quand tu es là, au milieu de tout ça, t'es prêt à embrasser n'importe qui que tu n'as jamais vu avant, tellement la victoire est belle. Alors bon, là c'était la Ryder Cup, c'est un peu différent, mais sur un tournoi professionnel, tu t'imagines les potes, le pote de Rosner qui est aujourd'hui au Qatar, c'est enfin voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a que toi et les chabots qui gueulent, mais sinon, c'est. Parce que si tu Chameau vas à bois et la caravane passe. Si tu vas sur un tournoi un peu seconde zone, que Akshay Bhatia il met sa balle dans l'eau au 17 et que tu commences à te tourner vers la personne d'à côté pour l'embrasser, on va te regarder avec des yeux un peu circonspects quand même. C'est sûr. D'où ça sort ce Akshay Bhatia? J'adore ce gars. Mais en plus, il joue là-bas. Mais... Tu te rends compte qu'on a failli voir une victoire de Boulbar aussi. Par contre, moi, je ne suis pas certain d'avoir envie de retourner voir la Ryder Cup. Mais vous rigolez ou quoi? Vous avez eu la chance de le faire et vous voulez pas y repartir? Allez, je t'explique un truc. Là-bas. C'est que Attends, je vais t'expliquer. Parce que pour aller... Je ne sais pas ce qu'a fait Gugu. Lionel, toi, tu étais accrédité. Mais pour aller à Paris, la Ryder Cup, tu vas me prendre pour un fou, mais j'ai jamais autant stressé de toute mon existence. Moi, j'étais chez Gugu, je m'en foutais. Le process pour avoir les billets, mais ça a été un truc de fou. Ouais, mais parce que c'était à Paris et que tu voulais pas le rater. Mais après, c'était génial. C'était génial, je te l'accorde. Mais c'est tellement difficile pour avoir les billets que je suis pas sûr d'avoir envie de m'imposer ça de nouveau. Quoi. J'ai la même problématique à chaque fois qu'il y a un concert de Garou. Et puis autre chose, on l'a gagné, c'est super. Mais pour avoir été en Allemagne quand même l'année où il fallait pas y aller, je peux dire que... C'était la Solheim Cup, là. Tu y étais d'ailleurs toi aussi, non? Non. Ah, je croyais que tu y étais. Non, j'étais accrédité, mais j'ai eu mon accident. Donc d'accord, je savais pas. Et je peux dire que le retour après, tu vois, tu les as bien là. Hein. Mais alors vraiment là. Hein. En plus, moi, pour y aller et pour revenir, il fallait 48 heures. Et pendant 48 heures, ça cogite. Surtout quand tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Hein. Et pour te rassurer, Marion, je peux dire que même au Golf National, même avec 60 000 personnes, oui, il y avait des moments où tu avais vraiment une impression de monde, mais non, globalement, il n'y avait pas tant que ça de monde. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma chérie, elle doit faire un petit 1m60. C'est l'un des rares événements où il y avait autant de monde et elle ne s'est, par exemple, rarement fait marcher sur les pieds. Oui, mais parce que vous étiez entouré d'Anglais qui ont quand même un savoir-vivre. Non? Tu les as vu les vidéos dans les tentes? J'en ai vu deux, hein, c'était... T'as pas fait Woodstock, hein? Non, mais la Ryder Cup, c'est spécial. Après, comme tu dis, ce que tu dis, Chris, tu l'aurais pas si tu allais voir un tournoi où finalement les joueurs jouent pour eux, tu y vas pour l'expérience
l'expérience, suivre des professionnels, quels qu'ils soient, tu n'as pas ce côté émotif, en fait, de ton équipe a gagné ou ton équipe a perdu. Si ton joueur a parfait, tu es content, mais sinon, tu vas pour profiter du totalement cadre, du différent. golf pro. Voilà. Non, mais bon, donc voilà, il y a pas. Je pense que effectivement, l'expérience sur le parcours, être sur le parcours, c'est quand tu es un amoureux du golf, c'est quand même quelque chose d'à part. Mais tu profites pas de la même chose, on va dire. En fait, tu es dans deux postures différentes. Quand tu es sur place, tu es un acteur du truc. Quand tu es consommateur de golf, tu en attends toujours plus. Et c'est pour ça que la télé est super bien en ce moment. C'est qu'on peut consommer du golf. En vrai, ça pourrait durer la semaine, le tournoi, qu'on n'aurait pas vu tous les coups. Quand tu es sur place, tu es un acteur, tu fais partie du truc. Et c'est deux sensations complètement différentes. Mais c'est deux manières de vivre le golf complètement différentes. C'est pas contradictoire. Il faut aller sur des parcours. Et puis, quand tu n'as pas la chance d'y aller, d'avoir la télé comme elle l'est aujourd'hui, c'est exceptionnel. Bon, eh ben, ça va être l'heure de conclure l'émission. La parole est à Maître Julien. Équipe les étrangers contre ceux résidant en France, j'ai fait. Allez, quiz, c'est parti. C'est parti, quiz, les amis. Quiz. Vous avez suivi l'histoire selon laquelle, depuis 2 semaines, c'est des parties finales Westwood-Bryson. Donc, Westwood est passé pro l'année où Bryson est né. Oui. Donc, je vais vous demander, vous allez avoir 30 secondes par équipe pour me donner un joueur né dans l'année dans laquelle le joueur que je vais vous dire est passé pro. C'est-à-dire, je vais vous donner le nom d'un joueur, l'année à laquelle il est passé pro, et vous allez devoir me trouver un joueur qui est né cette année-là. Premier joueur, équipe France, donc Gugu, Chris, Marion. Le premier joueur que je vous propose, c'est KJ Choi. Est-ce que vous avez une idée de l'année dans laquelle il est passé pro? C'est le point bonus. 92. Ouais. Bon, c'est raté. C'était 94. Donc, je vous demande un joueur né en 94. Il a 28 ans. 27. Eh ben, Pérez, il peut être de 94. Sadier, il peut être de 94. Rosner, je pense qu'il est. Vous allez sélectionner 3 noms et je vais les vérifier. C'est pas forcément des Français, hein? Non. Des joueurs de tour PGA ou tour européen. Jordan, il serait pas de 94 aussi? Ah ouais. Toute cette génération-là, Jordan, Morikawa, Justin Thomas, ils doivent pas être bien loin, hein? Morikawa, je le vois plus jeune. Allez, je vais vous demander 3 noms. Ok. Bon, allez, moi j'en donne un. Vas-y. Vous pouvez en donner un chacun. Ouais, voilà. Moi j'en donne un. Je sais pas pourquoi, j'ai une intuition, c'est Sadier. Oui, Adrien Sadier. Sadier, Adrien. Vas-y, Chris. Ce n'est pas bon. Oh merde, il est de quelle année? Ah non, je le dis pas parce que les autres, ils pourraient le trouver après. Ouais, il a raison. Mais ce n'est pas bon. Il est plus vieux que ça. Ah ouais. Alors, on dit Thomas ou Spieth? Spieth, j'y crois. Hein. Allez, on dit Spieth. Tiens. Alors, Spieth, j'ai pas besoin de le vérifier. Je peux vous dire que c'est pas bon. Est-ce que vous voulez absolument gagner ou pas? Parce que allez, vas-y. J'hésite avec Westwood. Mais Westwood, il est bien plus vieux que ça. Marion, elle répond à ça. Merci Marion de ta candeur. Mais non, mais t'es capté. Je te rappelle que t'as toujours faux au quiz, alors t'es capable de répondre ça sérieusement. Allez, on va dire Rosner. Allez, il vous reste un nom. Rosner. Allez, Rosner. Ce n'est pas bon. Oh là là, le dur, zéro pointé. Alors, c'est dur, hein. ouais. Et c'est dur parce que. Il est de décembre. C'est très dur. C'est très dur. Il est de décembre. Il est du 31 décembre à 23h58. L'année d'avant. Non. C'est con. Mais les deux. Et d'ailleurs, je peux vous les donner parce qu'il n'y a pas de mecs pour lesquels l'année 93 entre en jeu. Mais Spieth et Rosner, c'est 93. Oh, j'étais tellement proche. Oh. Et vous m'aviez dit qui aussi? Sadier. Sadier. Merde. Bah là, t'es obligé de nous le dire puisque de toute façon, si tu le dis pas. Ça dit que c'était plus vieux, donc il doit être de 92. Vous avez 93 et Sadier 92, ouais. Oh, on était tellement proches. Ok, équipe internationale dans la même tranche d'âge. Annika Sorenstam est passée professionnelle en 1992. Adrien Sadier n'est pas une réponse acceptée. Donc 29 ans cette année. Fleetwood, il y a Fleetwood déjà. À moins qu'il ait eu 30 là. Ah, il a plus que 30. Non? Enfin 30, il est poussière peut-être. Mais... Chez Connors, si, le Canadien donc. Et Alexander Levy, il n'est pas.
Il n'est pas ça, là, lui, maintenant? Bon, allez, non, mais de toute façon, je vous arrête. Corey Connor, c'est une bonne réponse. Ouais. Mais non, mais attends, ce que je comprends pas, c'est que tu les laisses citer plein de noms et tu t'arrêtes dès qu'ils en donnent un bon, quoi. Ils allaient en dire deux, là. Les deux premiers, ils les avaient dans la tête. Cyril, il l'avait dans la tête. Ça se Moi, je voyait. connais par cœur. Je fais mes fiches à toutes les semaines que je mets à jour. Mais là, je n'ai même pas besoin de les voir. J'aurais pu t'en citer encore moins 5 ou 6. Et Alexander Lévy n'est pas de 92? Tu fais leur horoscope aussi? Je crois qu'il est plus vieux, Lévy. Alexander Lévy, il doit être 90. Ouais, 89. Alexander Lévy, 90, ouais. Par contre, 92, vous en manquez un. Alors, Inigo. Bah, Victor. Non, il est de 91. Ah, ou Victor 90. Pérez, il est de 92. Ah, 92. Pérez. Je pensais à lui. Bah, le Victor, notre Victor Non, actuel. il n'y aura toujours qu'un seul Victor. il y avait, on dirait qu'il a 45 ans, mais Hideki Matsuyama est né en 92. Ah merde. Tu oses critiquer Matsuyama? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'on possible. dirait qu'il est plus vieux que son âge. Mais pas du tout. Et John Ram était de 94 pour la première équipe. Premier point pour l'équipe internationale. C'est les followers sur Twitter. Équipe française, qui a le plus de followers, Spieth ou Justin Thomas? Ouah, c'est chaud. Moi, je dirais Thomas. Il est un petit peu plus actif sur les réseaux sociaux. Mais Ah, ceci dit, avec sa dernière débat, il a pu en perdre. Ah, ça se trouve, il en a gagné. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Avec les Américains, c'était jamais à l'abri. Moi, je dirais Thomas. Il a commencé après, il a dû en avoir après Spieth, mais du coup. Mais tous ceux qui ont connu son grand-père déjà. Et ouais. Non, mais Ouais. toi, vas-y, essaie pas de nous enduire d'erreurs. Alors, équipe française, une réponse? Moi, de toute façon, je vais dire Spieth pour être sûr qu'au moins dans l'équipe, on ait la bonne réponse. Moi, Vas-y. j'aurais tendance à dire Spieth parce que quand même la ménagère américaine peut-être qui, Justin Thomas. qui suit la golf. Non, mais Spieth, enfin, de par sa famille, de par son parcours, Ouais. etc., oui, tu aurais envie de croire que c'est lui, mais je sais pas. Pour suivre les deux, je dirais que Justin Thomas est beaucoup plus actif. Eh ben écoute, on va dire Thomas. Non, mais vous avez peut-être raison, les gars, je vous laisse choisir. Hein. Oh, on va te suivre. Vous êtes 2 contre 1. On part sur quoi? Allez, le dernier mot. Thomas. Justin Thomas, 359 000 tweetos abonnés. Jordan Spieth, 1,9 million. Ah, mais c'était sur Twitter ou sur Instagram, t'as dit? Sur Twitter. Oh j'ai putain, dit. j'ai compris Instagram, pardon. Alors, sur Instagram, j'ai pas vérifié parce que j'aime pas ce réseau social. Ah, mais moi, je les suis pas sur Twitter, je suis jamais sur Twitter. Pardon, j'ai pas compris la Non, mais question. de toute façon, Pas c'était. Enfin, Celle-là, il n'y a pas photo. Là. Spieth, c'est quand même 3 majeurs, dont le Masters, donc rien que ça. Ouais, et puis, ouais. Bon. Sur Twitter, donc toujours équipe internationale, Jessica ou Nelly Corda? J'aurais dit Jessica, moi. Qu'est-ce que t'en penses? Non, tu penses Nelly, toi? Ouais, merde, ça va pas bien. Bon, Il nous en manque un troisième pour nous. j'ai Ouais. pas l'impression qu'elle est super active, Nelly. En termes pour de le coup. titres, tu réfléchis Non, encore non. ouais, en termes de titres et de palmarès? Non, plus après en termes d'activité, parce qu'elles ont quand même. Enfin, elles ont aucune n'a un majeur. Jessica, c'est la plus âgée. Hein. Alors après, Nelly. Moi, je ouais. sais, mais je ne le dirai pas. Mais Ah oui. Ouais, allez. je vois Jessica moins réservée, en fait. Ouais, puis ça fait plus longtemps qu'elle est sur Twitter, enfin, donc elle a eu le temps d'avoir plus d'abonnés, quoique. Mais oui, Jessica. C'est votre dernier mot? Ouais, Jean-Pierre. Jessica, 95 000, Nelly, 31 000. 1-0 pour vous. Okay. Équipe française, Joe Biden ou Tiger Woods? Joe Biden ou Tiger Woods? Ouais. À moi, Tiger. Hein. Ouais, pour moi, c'est Tiger aussi, mais bon. Oui. Biden, 9 millions, Tiger, 6 millions et demi. Non. Donc, c'est une victoire pour l'équipe internationale. Oh là là. Et j'en avais une dernière pour eux qui a le plus de followers sur Twitter? Lionel Baucher ou le blog LPBB? Le blog. Non, c'est Le moi. blog. C'est Lionel. moi. Ah non, 3000. Non, c'est 1800 quand Non, parce qu'au départ, quand j'étais tout seul, la petite balle blanche, je l'ai fait sous mon nom. Et Voilà. j'ai créé le blog quand Gugu est arrivé et tout ça, qu'il y a eu les contributeurs. Donc il y a moins de. Mon perso a 10 ans et l'autre a seulement 5. Donc,
Bien joué. Mais il reste plus beaucoup. Il reste plus beaucoup. Donc, il n'y a plus que 200 d'écart. Et comme je suis plus trop actif. Ok. Donc, si je suis bien, égalité là dans les deux épreuves, non? Non. Ah non, Non, 2-0. Ben. 2-0. Donc, on part sur un petit qui suis-je très rapide, je pense très rapide, qui donc se joue en, on va dire 4, 3 et 2 points. Comme ça, il y a possibilité d'égaliser. L'équipe qui est en retrait commence. Donc, équipe France. Je suis né le 5 juillet 2000 à Bradenton, en Floride, de parents tous les deux professionnels, dans un sport qui n'est pas le golf, mais qui est un sport individuel malgré tout. Ouais. J'ai écrit Chris. Je suis d'accord avec toi. Enfin, sur le papier, c'est peut-être le piège, quoi. Parce qu'effectivement, 21 ans, Il a dit que ça allait très très vite. Alors, Floride, on tente ça, ouais. On peut toujours le tenter. Hein, parce qu'en plus, je pense que les tennisman, à une époque, ils étaient tous en Floride. Allez, on tente ça. c'est là qu'elle vit. Alors, Ouais. Et ça Allez. peut être que Nelly, parce que c'est elle la plus jeune. Nelly Corda. Non, c'est pas Nelly Corda. Je ne suis pas seul à me distinguer au niveau mondial. Benjamin de ma fratrie, c'est même mes aînés qui sont les plus reconnus aujourd'hui, bien que j'ai gagné un majeur junior. Mais c'est son frère, en fait. C'est le frère de Nelly Corda, en fait. Sauf que... Ah, il faut le prénom, hein. Ah, j'attends un prénom. Hein. comment il s'appelle son frère qui a gagné l'Australian Open Junior en tennis? Et du coup, il est né à Bradenton, puisque maintenant la famille vit à Bradenton. Ah, Cyril, je peux pas t'en dire plus, il faut que tu me le trouves. Il a l'air ailleurs, Cyril. Les rayures, il a l'air ailleurs, il a les rayures aussi. Oh, je l'ai. T'as froid? Non. Ah, parce que si l'équipe internationale ne l'a pas, vous reprenez la main et vous avez la possibilité de le donner pour 3 points et de gagner le quiz au buzzer. Oh putain. Donne-leur une limite de temps, hein. Là, moi, j'ai un doute évidemment sur le prénom. Je l'ai entendu aussi. Et Marion, elle l'a trouvé rapidement. Hein. Bravo, Marion. J'aurais pas du tout pensé à ça. Moi, j'étais sur des golfeurs. Je dirais. Ah, Sébastien Corda. C'est bon. Exactement, Sébastien. Oh Corda. non. Ah non, là, Là, on n'a pas victoire dépassé sans les appel, 40 là. secondes ou pas, là? On n'a pas dépassé les 40 secondes pour jouer. C'est fait exploser aujourd'hui. Oh là 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 c'est là. comme sur leur jeu de Andy Dollar. Hein. Il y a ça. Non, mais bon, vous avez remarqué quand même que j'ai fait un effort puisque je ne vous ai pas proposé un chanteur de variété slovaque. Ouais. Tu rigoles. J'avais révisé tous les gens du jury de The Voice pour aujourd'hui. Et tous les gagnants de l'Eurovision aussi, non? Ah, c'était Bon, bah, dur super. cette défaite. Ouais, c'est dur à avaler. Ah, je vais mal dormir. Hein. Cyril du coup- triche un peu quand il prépare ces trucs-là. Il a plein d'infos sur les dates et les anniversaires et les trucs que vous avez Ouais. pas. Les lieux de naissance, je note tout, mais moi, je me rappelle pas de tout. Hein, tu sais, dans la mémoire, maintenant. Et Après, du ça coup, compense parce que la vu qu'au drogue. Canada, vous ne respectez pas les Ça règles marche du pas golf. Quand c'est des questions sur les règles, c'est plutôt les Français qui sont. J'avais le poids de tous les shafts et de toutes les têtes de driver. Ouais, moi aussi, je les connais, ceux-là. Mais c'est vrai que ça là-dessus, j'ai un peu triché d'une certaine façon. C'est sûr. La composition du dernier Polo FootJoy, c'est 70-30 polyester, amidon, c'est quoi? Et oui, c'est ça. C'est important. Ça. Là-dessus, on n'a aucune chance. merci à tous de votre participation. Et puis, on se retrouve dans 3 semaines, juste avant le Masters. À très bientôt. Bye bye, la À gang. bientôt. Au revoir. Bye bye. Bonsoir. Au revoir. Salut. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à accréditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com. À très bientôt. C'est qui tout à l'heure qui s'est mis quasiment sur l'île, la petite île au 17 là?
C'est Brandon c'était- Todd. Oh là là, mais. Ouais, Todd, ouais. Il Avec rigolait. les fleurs, là, avec les fleurs jaunes. Ouais. Mhm. C'est une blague. Généralement, c'est une blague du PGA Tour, ça, avec le 17 et où est-ce que vous la mettriez, vous? Et ils mettent quand même un numéro sur la petite île, là. Lui, il a failli la mettre là. Génial. Mais t'as vu Il le aurait, sourire en il plus? y aurait été en petit optimiste, là. Il aurait dû tirer des bords en optimiste. C'est pas possible, Julien. Hop, coupe de l'América et golf. Bonjour la gang. Alors, un bon dimanche? Oui, on va refaire toute l'émission maintenant. On va tout refaire. On va faire 4 heures. Je suis navrée, mais moi, je me lève dans 7 heures, donc je vais me coucher. Ouais. Ah, mais là, ça tombe bien, on a fini.